Le jour où tout bascule pour Élise Bernard, il pleut sur Nantes. Une vraie pluie d'ouest, fine mais tenace, qui colle aux vitres de la petite maison de banlieue comme un rappel obstiné. Certaines choses ne lâchent pas. Élise fixe l'enveloppe posée sur la table de la cuisine. Elle n'a même pas besoin de lire le logo pour savoir ce que c'est. Elle a appris à reconnaître ce papier-là, plus épais, avec son impression froide. La banque. « Maman, on est en retard, » dit Arthur, 10 ans, cartable déjà sur le dos. « 2 minutes, mon cœur. » Elle déchire l'enveloppe, les yeux déjà fatigués, avant même de découvrir le texte. Mise en demeure avant saisie immobilière. Les lettres hurlent en majuscules. Elle lit en diagonale. Échéance impayée, pré-relais, découvert, délai dépassé. À défaut de régularisation sous 30 jours, nous serons contraints d'engager une procédure de saisie. La maison de son enfance, la maison où les enfants ont grandi, la maison où son père, aujourd'hui en EHPAD, avait planté chaque rosier avec une patience presque religieuse. Maman, la voix d'Emma, 6 ans, la tire de sa torpeur. « Oui, ma puce, tu pleures ?» Elle cligne des yeux. « Non, c'est la pluie. Il fait gris dans la cuisine, mais ce n'est pas à cause du temps. » Elle replie la lettre, la glisse dans un tiroir, comme si ne plus la voir pouvait la faire disparaître. « Allez, on file. » Elle attrape les sacs, les manteaux, embrasse les cheveux bouclés d'Emma, ébouriffe ceux d'Arthur. Sur le pas de la porte, elle se retourne, comme toujours. La maison est un petit pavillon des années 70 dans une rue calme de Rézé, au sud de Nantes. Crépi légèrement défraîchi, volets bleus, jardinet étroit mais soigné, rien de spectaculaire. Pour Élise, c'est tout. Elle claque la porte doucement, comme si un bruit trop fort pouvait la briser pour de bon. À quelques kilomètres de là, au dernier étage d'un immeuble moderne de l'île de Nantes, Hugo Lemaire regarde la pluie tomber derrière une baie vitrée. Il aime cette lumière-là, diffuse, qui efface un peu les contours. Sur la table de réunion, ses collaborateurs alignent des dossiers, des plans, des projections en couleurs. Pour le programme des jardins de la prairie, on a enfin trouvé la maison centrale, dit Camille, sa directrice de développement. Une ancienne maison familiale avec jardin, idéale pour en faire le cœur du projet. Elle fait glisser une photo vers lui. Une petite maison aux volets bleus. Hugo se penche. Rezé ? Oui, rue des Tilleuls. On a eu un premier contact avec la banque qui détient l'hypothèque. La propriétaire est en difficulté. Ils sont prêts à céder vite si on arrive avec une offre solide. Hugo regarde la photo plus longtemps qu'il ne faudrait. Son entreprise, Lemaire Développement, s'est fait un nom avec des projets immobiliers responsables, réhabilitation, résidence avec jardin partagé, matériaux durables. Dans les journaux, on parle de lui comme d'un PDG différent. Dans sa tête, il sait qu'il a fini par ressembler à tous les autres sur un point. Il passe sa vie à regarder des maisons comme des colonnes dans un tableau Excel. Il se force à se concentrer. On en est où des négociations ? Il faut qu'on visite vite, répond Camille. La banque veut mettre la maison aux enchères dans 1 mois. Si on arrive avant, on peut l'acheter en gré à gré. D'accord, je veux la voir. Tu y vas toi-même ? Oui. Camille esquisse un sourire en coin. T'es tombé amoureux des volets bleus ou quoi ? Il hausse les épaules. Non. Mais si cette maison devient le cœur de notre futur programme, je veux la sentir. Il ne dit pas que, sur la photo, il imagine un autre cœur, celui d'un enfant qui court dans ce jardin, celui d'une vie simple, qu'il a perdue quelque part entre 2 levées de fond. Au fait, rappelle Camille, tu as dit à Lina que tu serais là ce soir. Le ventre d'Hugo se serre. Lina, 8 ans, des cheveux châtains, un regard grave pour son âge. Oui, j'ai dit. Tu seras là ? Il répond un peu trop vite. Je ferai tout pour. Cette phrase, il l'utilise beaucoup trop souvent. À l'école,
Élise embrasse rapidement ses enfants, file vers son vélo. Elle attaque sa journée d'infirmière à l'hôpital public, enchaînant les brancards, les prises de sang, les dossiers. Son cerveau tourne en arrière-plan, à côté des gestes qu'elle fait d'office. 30 jours. Saisie. Où est-ce qu'on va aller? Comment dire ça aux enfants? À la pause, elle sort la lettre de son sac, la relit, les mains moites. Sa collègue, Aurore, s'approche. « Tu as une sale tête. »« Charmant, merci. Tu veux en parler ?» Élise hésite, puis tend la lettre. Aurore lit, grimace. « Merde, voilà. Il n'y a pas moyen de rééchelonner? J'ai déjà demandé. Ils ont accepté une fois, après la mort de papa. Là, ils en ont marre. » Elle serre le bord de la table. « C'est la maison, Aurore. On n'a rien d'autre. Tu as les enfants. Tu sais ce que je veux dire. C'est... » Elle cherche les mots. « C'est le seul endroit où je n'ai pas l'impression d'être en équilibre sur un fil. » Aurore se mord la lèvre. « Tu pourrais vendre avant qu'ils saisissent, non ?» Élise a tellement envisagé cette option qu'elle pourrait réciter l'argumentaire. Vendre, ça veut dire quoi? Payer les dettes, rembourser le prêt, et après, il nous resterait quoi? 3 mois de loyer dans un 3, mal isolé, rien de sûr pour la suite. Elle relève la tête. Je veux sauver cette maison. Pour eux. Dans un coin de son esprit, une petite voix murmure qu'elle essaye aussi de sauver quelque chose d'elle-même. L'idée de tout perdre la renvoie brutalement à une autre perte, plus ancienne. Adrien, le père des enfants, parti un matin, chercher des cigarettes, jamais revenu. Elle a déjà encaissé un abandon. Elle refuse d'ajouter celui de cette maison à la liste. Le lendemain, en fin d'après-midi, Élise est de retour chez elle. Arthur fait ses devoirs sur la table du salon, Emma dessine. Un bruit de voiture se fait entendre dans la rue, puis des voix. Elle jette un œil par la fenêtre. Une voiture noire se gare devant chez la voisine d'en face, dont la maison est à vendre depuis des mois. Non, pas chez la voisine. Devant chez elle, une femme en tailleur sort, un classeur à la main, et un homme en manteau sombre, jean et chemise claire, sans cravate. La femme vérifie l'adresse, consulte son téléphone. Numéro 14. C'est là. Élise se fige. Ils ne vont quand même pas. La sonnette retentit. Elle ouvre, la gorge serrée. Madame Bernard? Oui. La femme lui tend une carte. Claire Roussel, agence immobilière Sèvres, Loire. Voici monsieur le maire, qui s'intéresse à votre bien. Votre bien. Élise a l'impression qu'on lui parle d'un meuble sur le bon coin. Mon bien n'est pas à vendre. Claire garde le sourire poli de circonstances difficiles. La banque nous a mandatés pour étudier une vente amiable avant saisie. Nous avons prévenu par courrier. Élise sent la colère monter. J'ai reçu un courrier, oui. Ça ne veut pas dire que je vous ai demandé de venir avec un acheteur. Le fameux acheteur n'a pas encore parlé. Hugo la regarde. Il ne sait pas ce à quoi il s'attendait. Peut être à une dame âgée, dépassée par les papiers, ou à un couple fatigué. Il se retrouve face à une femme de 35 ans à peine, chignon défait, cernes marquées, mais un regard clair qui ne baisse pas. Elle porte un vieux pull et un jean, mais se tient comme quelqu'un qui essaie de ne pas vaciller. Il sent quelque chose se coincer dans sa poitrine. Commence-t-il. Elle ne lui laisse pas le temps. Je crois qu'il y a erreur. Je n'ai pas mis ma maison en vente. Claire soupire. Madame Bernard, sans régularisation, la saisie est inévitable. La vente amiable est une solution qui vous permettrait au moins de perdre ma maison plus poliment? Coupe Élise, sèche. Merci, mais non merci. Maman, Arthur est apparu derrière elle, intrigué. C'est qui? Personne. Mon cœur. Retourne faire tes devoirs. Hugo remarque le cartable, les chaussettes dépareillées, le dessin d'Emma sur le frigo derrière. Ce n'est pas un bien. C'est une maison qui vit. Madame Bernard
intervient-il doucement. Elle le fusille du regard. Monsieur le maire, monsieur le maire, je ne suis pas intéressé par votre offre, quelle qu'elle soit. Il inspire. Il pourrait jouer son rôle habituel, celui de l'homme posé qui explique les avantages, la réhabilitation, le projet global. Les phrases standards lui montent aux lèvres. Valorisation, plus-value, opportunité. Impossible de les prononcer. Je comprends, dit-il simplement. La négociatrice se tourne vers lui, interloquée. Hugo, on ne va pas entrer de force chez quelqu'un, Claire. Il regarde Élise. On peut laisser nos coordonnées. Si jamais vous avez besoin d'en parler, d'avoir un avis, je n'ai pas besoin de votre avis, répond-elle. J'ai besoin que la banque me laisse respirer. Sa voix tremble à peine. Hugo se tait. Arthur a senti la tension, Emma aussi. Ils vont prendre la maison ? Demande la petite, les yeux agrandis. Élise se tourne vers elle, le cœur brisé. Non. Personne ne va prendre la maison. Elle referme la porte. Claire souffle. À l'extérieur. Tu as vu comment elle nous a parlé ? Elle est en panique, répond Hugo. Et toi, tu fais quoi ? Tu renonces ? Il regarde encore une fois les volets bleus. Il voulait acheter cette maison. C'était simple, sur le papier. Ça ne l'est plus du tout. 3 jours plus tard, Hugo est encore devant des papiers. Mais cette fois, ce sont ceux de sa propre vie. Tu ne peux pas continuer à faire des allers-retours Paris-Nantes toutes les semaines, dit son ami et associé, Malik. Je sais, Lina en a marre. Hugo serre la mâchoire. C'est moi qui ai demandé le siège à Nantes. Oui, parce que tu voulais te poser, offrir une vraie vie à ta fille. On en est où, là ? Il n'a pas de réponse. Depuis 2 mois, ils ont lancé un bureau principal à Nantes, mais lui vit encore à moitié dans un appart-hôtel, à moitié chez sa mère en région parisienne. Lina, elle, navigue entre les deux avec une valise rose. Tu sais combien de nuits tu as passé avec elle, ce mois-ci ? Demande Malik. Hugo se tait. Non, 8. Le chiffre tombe comme un verdict. Trouve-toi un endroit fixe ici, reprend Malik. Une maison, un appartement, n'importe, un truc où Lina pourra poser ses posters. Hugo pense aussitôt à la petite maison de Rézé. Il secoue la tête. J'y travaille. Camille intervient. On a repéré une maison à louer, à quelques rues de notre fameux pavillon aux volets bleus, avec jardin. Propriétaire pressé de trouver quelqu'un. On la visite, tranche Hugo. 1 semaine plus tard, un camion de déménagement se gare dans la rue des Tilleuls. Élise le voit depuis sa fenêtre. Elle fronce les sourcils. « Maman, il y a un camion !» s'écrie Emma. « Je vois. Oui. » Un homme descend de la cabine, aide les déménageurs. Même manteau, même silhouette. « Maman, c'est le monsieur de l'autre fois. L'acheteur. » Arthur s'est approché. Chut. Elle observe. Mais le camion ne s'arrête pas devant chez eux. Il se gare 2 maisons plus loin, devant un pavillon inoccupé depuis des mois. L'agent immobilier est là, souriante, qui serre la main d'Hugo. « Voilà vos clés, monsieur le maire. Bienvenue dans le quartier. » Élise reste plantée au milieu de son salon. « Il va habiter ici ?» La perspective d'avoir cet homme comme voisin l'agace et la rassure à la fois, sans qu'elle sache pourquoi. Rassure, parce qu'il ne viendra pas racheter sa maison tout de suite s'il s'installe ailleurs. Agace, parce qu'elle n'a pas envie d'être confrontée tous les jours à ce qu'elle ne veut pas perdre. « Tu crois qu'il a des enfants ?» demande Emma. « J'en sais rien », répond Élise. Comme souvent quand elle est nerveuse, elle se met à ranger. Les dessins, les tasses, les jouets. Tout en double, tout entassé dans ce pavillon où chaque objet a une histoire. Le lundi suivant, devant l'école, la réponse arrive. Élise dépose Emma et Arthur, se faufile entre les parents pressés. Une petite fille arrive au même moment, tenant la main d'Hugo. « Lina, dépêche-toi, souffle-t-il. » Lina lève les yeux vers lui. «
Tu viens me chercher ce soir? Il s'interrompt en voyant Élise. Elle le fixe, stupéfaite. Vous. Les enfants les regardent, intrigués. C'est le monsieur qui voulait la maison, s'exclame Emma. Lina fronce les sourcils. Papa? Élise se fige. Papa. La petite fille a des yeux clairs. Un sac trop grand pour elle. Une timidité qu'Élise reconnaît chez beaucoup d'enfants qui ont dû s'adapter trop vite. Hugo reprend son souffle. Bonjour, dit-il à Élise. Vous habitez ici maintenant? Demande-t-elle, plus froide qu'elle ne le voudrait. Oui. Génial. Le mot dégouline d'ironie. Arthur intervient, toujours plus direct. Tu as arrêté d'essayer de prendre notre maison alors? Arthur! S'exclame Élise. Hugo hésite. Je ne veux prendre la maison de personne, dit-il doucement. Lina se tourne vers lui, inquiète. Tu as voulu prendre la maison? C'était compliqué. Élise croise les bras. On ne va pas régler ça au portail de l'école. Non, répond-il. Il regarde Lina. Je viendrai te chercher ce soir, c'est promis. La fillette acquiesce, rassurée, et disparaît dans la cour avec Emma et Arthur. Pendant un instant, le silence s'installe entre les deux adultes. Élise finit par rompre le malaise. Vous voulez quoi, exactement? Vivre dans le quartier. Et ma maison? Dans tout ça, je ne l'ai pas racheté, parce que je vous ai claqué la porte au nez, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas honnête de le faire comme ça. Il soutient son regard. Je n'ai fait aucune offre. Elle le regarde, soupçonneuse. Et la banque? Je n'ai aucun contrôle sur ses procédures. Il hoche la tête vers la rue. On est voisins, maintenant. Qu'on le veuille ou non. C'est censé me rassurer? Non. C'est un fait. Il pourrait ajouter qu'il aimerait que ce soit une chance. Mais il a appris, ces dernières années, que certaines choses ne se forcent pas. Les jours passent, ils se croisent. Au supermarché, dans la rue, au parc. Parfois, ils se contentent d'un signe de tête distant. Parfois, ils échangent quelques mots. Les enfants, eux, se sont adaptés plus vite. Emma parle à tout le monde. Lina, elle a une chambre plus grande que la mienne. Raconte-t, elle, un soir. Tu es allé chez eux? Oui. Pour faire un dessin. Élise serre les dents. Tu aurais pu me le dire avant. Mais je te le dis maintenant. Arthur, plus réservé, avoue à demi-mot. Le père de Lina, il est bizarre. Bizarre comment? Il parle comme à la télé, des fois. Mais avec Lina, il est normal. Ses paroles s'insinuent dans la tête d'Élise. Elle ne veut pas s'intéresser à lui. Elle n'a pas le temps. Entre l'hôpital, les enfants, les visites à son père en maison de retraite et les courriers de la banque, elle survit déjà sur un fil. Mais, un mardi soir, ce n'est pas elle qui frappe à la porte de son destin. C'est lui. Il est 20 heures passées. Élise vient de coucher Emma. Arthur termine un exercice. On frappe. Elle ouvre. Hugo est là, visiblement gêné, un sac à la main. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? On peut parler 5 minutes? Elle hésite. Arthur, tu termines ta page et au lit, d'accord? Oui, maman. Elle sort sur le seuil, referme la porte derrière elle, croise les bras. J'ai parlé à la banque, dit Hugo. Pardon? À propos de votre dossier. La colère la saisit aussitôt. Vous êtes allé fouiller mes affaires? Non. C'est la banque qui est venue à moi. Ils m'ont relancé pour racheter la maison. Et j'ai refusé. Elle plisse les yeux. C'est censé me faire vous applaudir? Non. Il cherche ses mots. Je sais que ça ne change pas votre situation. Mais je voulais que vous sachiez que, si la maison est saisie, ce ne sera pas moi qui l'aurai prise. Elle le regarde, un peu désorientée. Pourquoi vous faites ça? Parce que je vous ai vu, l'autre jour. Vous, vos enfants, il a un petit rire sans joie. Je passe ma vie à acheter des bâtiments. J'ai appris à mettre des chiffres sur des murs. Mais là,
J'ai vu autre chose qu'un investissement. Et j'ai réalisé que je n'étais pas obligé d'être celui qui appuie sur la dernière pierre. Elle détourne légèrement le regard. Les mots la touchent malgré elle. « Ça ne change rien pour nous », répétait-elle. « La menace est toujours là. Je sais. » Il hésite, puis ajoute « Je connais un avocat spécialisé dans ce type de situation. Quelqu'un de correct. Si vous voulez le voir, je peux prendre le rendez-vous pour vous. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Je m'en occuperai. » Elle se raidit. « Je ne suis pas un projet social pour votre conscience. » Il encaisse. « Ce n'est pas comme ça que je le vois. » « Comment alors ?» Il la regarde droit dans les yeux, comme une voisine qui essaie de sauver sa famille. Le silence s'installe dans le couloir, seulement troublé par un éclat de rire d'Emma derrière la porte. Élise se sent soudain très fatiguée. Fatiguée de se battre seule, de dire non par principe, de refuser chaque main tendue de peur de ce qu'elle coûtera. « Votre avocat » murmure-t-elle finalement. « Il est vraiment bien ? Oui. D'accord. » Le mot sort presque à contre-cœur. « Prenez rendez-vous. » « Mais je vous préviens, je ne vous dois rien. » Un léger sourire passe sur les lèvres d'Hugo. « Je ne vous demande rien. » C'est faux. Au fond, il espère quelque chose. Le droit de rester dans ce quartier, sans être pour elle uniquement l'homme qui a failli lui prendre sa maison. Le cabinet de Maître Duval sent le café tiède et les dossiers accumulés. Élise suit Hugo dans le couloir, mal à l'aise. « Je peux vous laisser, » dit-il. « Non, restez. C'est vous qui avez les mots. » La phrase lui échappe. Elle ne voulait pas avouer cette fragilité-là. Hugo s'assoit à côté d'elle, sans un mot. L'avocat feuillette le dossier, les sourcils froncés. « Vous tenez énormément à cette maison, on dirait. Commente-t-il. » Élise serre son sac. « C'est le seul endroit où mes enfants n'ont pas eu à changer depuis le départ de leur père. » Il hoche la tête. « D'accord. L'objectif, c'est donc de gagner du temps. » Du temps ? La banque n'a aucun intérêt à se retrouver avec un bien occupé, à entretenir, à revendre. Si on arrive à leur proposer un plan de remboursement un peu plus long, avec garantie, il jette un œil à Hugo. « Monsieur le maire, vous pourriez vous porter caution ?» Élise se raidit. « Hors de question. »« Élise, » commence Hugo. « Je ne veux pas dépendre de vous, » coupe-t-elle. « Si demain votre entreprise s'effondre, je fais quoi ?»« Merci pour la confiance, » murmure-t-il. L'avocat intervient, pragmatique, sans garantie solide, ils n'accepteront pas. Ils ont déjà étalé une fois. Le poids de la réalité tombe sur les épaules d'Élise. Elle regarde ses mains, ses ongles rongés. « Si je perds cette maison, poursuit l'avocat, on peut tenter de négocier un délai d'expulsion plus long, mais elle n'écoute plus. Dans sa tête, elle voit Emma dormant dans une chambre inconnue, Arthur obligé de changer d'école, les souvenirs de sa mère entassés dans un box. « Je me porte caution, » dit Hugo. « Non. » Les deux voix se superposent. Il se tourne vers elle. « Élise, vous ne me connaissez même pas. Je vous vois vivre, » répond-il calmement. « Je vois comment vous gérez les enfants, votre père, votre travail. » Le rouge lui monte aux joues. « Vous nous espionnez ? » « Non. » Il sourit légèrement. « C'est simplement un quartier où les gens s'aperçoivent. » Maître Duval intervient. « Et, pour être clair, l'engagement de monsieur le maire, c'est avec la banque, pas avec vous. » Ça ne la rassure pas vraiment. Mais, pour la première fois depuis qu'elle a reçu la première lettre de mise en demeure, Élise entrevoit autre chose qu'une issue fatale. « On fait comment ?» demande-t-elle. Elle. Le plan se dessine. Baisse temporaire des mensualités, allongement de la durée du prêt, engagement écrit d'Hugo comme caution. En sortant du cabinet, la tête d'Élise tourne. Elle inspire l'air froid du quai. « Je ne sais pas si je dois vous dire merci ou vous engueuler, » lâche-t-elle. « Vous pouvez faire les deux, » répond Hugo. Elle sourit malgré elle. « Pourquoi vous faites ça ?» Il prend le temps de répondre.
Parce que j'ai passé des années à signer des papiers qui chassaient des gens de chez eux, parfois de façon indirecte. Et vous vous en êtes rendu compte maintenant? Piquetait-elle. Non. Il fixe un point devant lui. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai quitté ma propre maison, avec ma fille, un sac à la main, parce que je n'arrivais plus à y respirer sans ma femme. Elle baisse les yeux. Je suis désolé. Ce n'est pas de votre faute. Il se tait un moment, puis ajoute « J'ai vu ce que c'est que de perdre un lieu qui était tout. Alors, si je peux éviter ça à quelqu'un, un silence se place entre eux, mais ce n'est plus le même silence qu'au début. Un silence habité. Les semaines suivantes, la vie s'organise autrement. La banque, peu à peu, cède. Le plan est signé. Les mensualités baissent. Le délai de saisie est repoussé. Ce n'est pas une annulation miracle, c'est une respiration. Élise dorlote chaque mois, gagnée comme un trésor. Parallèlement, les liens de voisinage se densifient. Un matin, Lina sonne chez eux. « Mon papa est en retard, dit-elle, inquiète. Je vais être en retard à l'école. Entre, propose Élise. On y va ensemble. Elle envoie un message à Hugo. Lina est avec nous. On part à l'école. Réponse quelques minutes plus tard. Merci, je suis désolé. Réunion qui a débordé. Ce n'est pas la dernière fois. Ton papa travaille tout le temps, remarque Arthur un soir. Oui, répond Lina, mais il dit que c'est pour aider des gens. Est-ce que ça t'aide, toi? Réplique Emma, pragmatique. Lina ne répond pas. Les enfants inventent leur propre famille recomposée avant l'heure. Ils jouent ensemble dans le jardin d'Élise, dans celui d'Hugo, échangent des gouttières. Un dimanche, alors que les trois enfants construisent une cabane avec des draps, Élise traverse la rue avec un plat. « J'ai fait un gratin. Il y en a trop. » Hugo ouvre. Surpris. « Tu es en train de me dire que tu as cuisiné trop? Ne t'habitue pas. » Elle lui tend le plat. « Les enfants se sont installés dans ma cuisine. Si tu veux les récupérer, viens manger. » Ce n'est pas une invitation à un dîner, c'est juste pratique. Mais quand il s'assoit à sa table, quelques minutes plus tard, avec les trois enfants qui se disputent le coin des pâtes gratinées, Hugo a l'impression de retrouver un morceau de quelque chose qu'il croyait perdu. Le bruit des fourchettes, les blagues d'Arthur, les dessins d'Emma sur les murs, les remarques de Lina. Élise circule, serre, ramasse les verres. « Tu t'assois un peu ?» lui dit-il à mi-voix. « Si je m'assois, plus personne ne mange. » C'est faux. On est 4. Elle lève les yeux au ciel. « Depuis quand tu dis « on » depuis que je tiens à ce qu'ils mangent correctement tous les 5. Il se rend compte trop tard de ce qu'il vient de dire. Elle le regarde, un instant. « Tous les 5 ?» Il rougit légèrement. « Je me suis mal exprimé. »« Non, » répond-elle doucement. « Tu t'es peu, être exprimé trop bien. » Les phrases restent en suspens. Les enfants éclatent de rire à cause d'une blague. La vie continue son cours. Et pourtant, quelque chose a bougé. Un soir, Hugo est en retard à l'école. Encore. Quand il arrive, essoufflé, Lina n'est plus là. La directrice lui indique « Elle est partie avec Madame Bernard ». Il court jusqu'à la maison voisine. Là, il trouve Lina, assise à la table avec Arthur et Emma, concentrée sur ses devoirs. Élise prépare des crêpes. « Je suis désolé », souffletait-il. « On a l'habitude. » Le taquine-t elle. Il se fige. La phrase lui rappelle trop d'autrefois. Sa femme lui disant la même chose, un peu triste. Élise le regarde. « Je ne suis pas en train de te juger, Hugo. » Elle se corrige, comme si elle se surprenait elle-même à l'appeler par son prénom. « Juste, tu sais, parfois, ils ont besoin qu'on tienne ce qu'on dit. » Il acquiesce. « Je sais. » Lina lève la tête. « C'est pas grave, papa. Élise fait des crêpes meilleures que toi. »« Trahison, » répond-il. La cuisine éclate de rire. Élise pose une assiette devant lui. « Mange.
Tu as une tête de type qui oublie le déjeuner. C'est très probable, confirme T-il. Ils mangent, ensemble, encore une fois. Pas en couple, pas encore. Juste deux adultes un peu abîmés qui apprennent, peu à peu, à ne plus tout porter seuls. Le calme relatif ne dure pas. Il ne dure jamais, dans les histoires de gens qui se relèvent. Le courrier revient, sous une autre forme. Un matin, Élise trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe d'un cabinet d'avocats chic, logo doré. À l'intérieur, objet, demande de révision de garde. C'est signé au nom d'Adrien, le père qui n'a pas donné de nouvelles depuis 8 ans. Les mots défilent. Retrouver stabilité professionnelle. Souhaite renouer un lien. Envisage une résidence alternée. Elle rit, un rire sec. Stabilité? Il vit à Madrid, avec sa nouvelle femme. Elle tremble. Pas de peur de le voir revenir pour de vrai au fond, elle n'y croit pas, mais de voir ses enfants pris dans une bataille qu'ils n'ont pas méritée. Elle en parle à Aurore, à l'hôpital. Il veut vraiment les récupérer? Il veut surtout prouver qu'il est un bon gars à sa nouvelle famille. Tu en parles aux enfants? Pas encore. Le soir, elle raconte tout à Hugo, sur le trottoir, entre deux voitures. Il n'a jamais payé une pension, jamais pris de nouvelles. Et là, il débarque avec un avocat. Hugo serre les poings. Tu as un avocat, toi aussi. Pas pour ça. Maître Duval connaît quelqu'un en droit de la famille. On peut. Tu peux arrêter de vouloir régler ma vie à coups de contact? La phrase est partie trop vite. Il se fige. Pardon, dit-elle aussitôt. Elle se passe une main sur le visage. Je suis à bout. Il inspire, pose une question qu'il aurait voulu garder plus tard. Tu me laisses t'aider, ou tu préfères t'effondrer seul? Elle le fixe. Pourquoi tu tiens autant à nous? Parce que je vous aime bien, répond-il sans détour. Ses mots flottent. Elle détourne le regard. Ça complique tout, murmure-t-elle. C'était déjà compliqué. Au moins, on le sait. Elle esquisse un pauvre sourire. Tu es agaçant. Je prends. Pendant ce temps, dans les bureaux de Lemaire Développement, une autre tempête se prépare. Camille entre comme un ouragan dans le bureau d'Hugo. Tu peux m'expliquer pourquoi tu refuses toutes les offres autour de la maison de Rézé? Parce que j'ai changé de projet. Depuis quand tu changes de projet sans en parler à ton équipe, Malik les regarde, cherchant à apaiser. Calmez-vous. On avait un programme tout dessiné, continue Camille. Jardin partagé, habitat participatif, presse, subvention. Et toi, tu bloques sur une vieille maison qui prend l'eau. Je ne bloque pas, je dis faire. Pourquoi faire? Hugo prend un dossier. Pour faire autre chose. Il étale des notes, une idée qu'il n'avait encore confiée à personne. Cette maison pourrait devenir une maison d'accueil pour les familles d'enfants hospitalisés à l'hôpital voisin. Camille cligne des yeux. Quoi? On rénove, on garde le charme, on crée quelques chambres. Les familles qui viennent de loin, qui n'ont pas de quoi payer un hôtel, pourraient y séjourner à bas prix. Ce n'est pas rentable, objecte-t-elle. Pas à court terme. Et nos investisseurs, ils auront un projet vitrine, aligné avec toutes les valeurs qu'on affiche partout. Ils la regardent droit dans les yeux. Ça fait des années qu'on parle d'immobilier humain. On a l'occasion de le prouver. Et la marge? Intervient Malik. Sur d'autres programmes. Celui-ci sera notre engagement. Camille secoue la tête. Tout ça, parce que tu as un problème perso avec cette maison? Il redire. Ce n'est pas qu'un problème perso. Tu t'es attaché, Hugo. Il soupire. Oui. À qui? Il ne répond pas. Camille comprend. À la propriétaire. Il serre la mâchoire. Ça change quoi? Tout, murmure-t-elle. Elle se laisse tomber sur une chaise. Je ne dis pas que ton idée est mauvaise. Au contraire, elle est belle. Mais tu te bats contre deux fronts, la rentabilité et ton cœur. On a déjà réussi des projets plus fous, rétorque-t-il, parce que tu avais la tête froide. Là, elle regarde Malik,
qui hoche la tête. On va devoir affronter le conseil. Hugo sait. Il sait aussi qu'il ne pourra pas mener 2 combats à moitié. S'il veut être crédible face aux investisseurs, il doit être clair. S'il veut être crédible face à Élise, il doit être cohérent. Les 2 fronts se rejoignent. Le jour de l'audience sur la garde des enfants, Élise a le ventre noué. Le père d'Emma et d'Arthur est là, plus bronzé, plus sûr de lui, costume ajusté. Il parle de se racheter, de vouloir faire partie de leur vie. Son avocat déploie des arguments, des chiffres. Maître Duval, côté Élise, rappelle l'absence, les années de silence, la stabilité qu'elle a construite seule. Au fond de la salle, Hugo est là. Juste là, pas en sauveur, en présence. Quand le juge demande à voir les enfants, ils répondent avec une honnêteté brutale. « Tu veux aller vivre chez ton père ?» demande le magistrat à Arthur. « Je ne le connais pas », répond le garçon. « Et toi ?» demande-t-il à Emma. « Je veux rester avec maman. » Le cœur d'Élise se brise et se reconstruit dans la même seconde. Le jugement tombera quelques semaines plus tard. Maintien de la résidence habituelle chez la mère, droit de visite progressif pour le père, sous condition. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est l'assurance que leur vie ne sera pas chamboulée sur un coup de tête d'adulte. En sortant du tribunal, Élise se laisse tomber sur un banc. Hugo s'assied à côté. « Tu as été incroyable, dit-il. Je tremblais comme une feuille. Tu as tenu. » Elle le regarde. « Merci d'être venu. Merci de me l'avoir laissé faire. » Elle détourne les yeux, puis murmure. « Je crois que je suis en train de m'habituer au fait que tu sois là. C'est dangereux ? Un peu. Pour toi, pour moi. Et pour les enfants. Je ne veux pas être un danger. » Elle le fixe. « Alors prouve-le. » Il sait très bien ce qu'elle veut dire. Pas seulement être présent pour les audiences, pour les courriers, être là. Vraiment. Choisir. Peu après, la réunion avec le conseil se tient. Autour de la table, des profils lissés, des chiffres, des présentations. Hugo présente son projet de maison d'accueil à Rézé. Comme prévu, ça grince. Ce n'est pas notre cœur de métier. Nous ne sommes pas une fondation. Le rendement est insuffisant. Il écoute, laisse parler, puis pose calmement. Nous avons bâti notre image sur un discours. Créer des lieux qui ont du sens. Il fait une pause. Si ce projet n'a pas de place ici, je ne suis peu. Être plus l'homme qu'il vous faut à la tête de cette entreprise. Un silence choqué s'abat. Tu nous fais un chantage ? Demande un administrateur. Non. Je vous dis simplement que je ne veux plus séparer ce que je dis de ce que je fais. Camille le regarde, mi-affolée, mi-admirative. Le débat dure. Longtemps. À la fin, un compromis. Le projet sera lancé, à condition qu'il soit porté par une structure distincte, filiale à but quasi non lucratif, avec possibilité de dons défiscalisés. Le maire développement apportera le bâtiment et les premiers fonds, mais le fonctionnement sera assuré avec des partenariats, des subventions. Hugo signe. Il vient de s'engager à la fois financièrement, professionnellement et intimement. Reste à en parler à Élise. Quand il sonne chez elle le soir, elle a encore les yeux marqués par les jours passés au tribunal, à l'hôpital, au chevet de son père qui décline doucement. « Si c'est encore une mauvaise nouvelle, garde-la, » dit-elle en ouvrant. « Pour une fois, je crois que c'est plutôt différent. Tu as acheté la maison ? » ?»« Oui. » Elle blêmit. « Comment as-tu pu ? » ?»« Attends. » Il lève les mains. « Laisse-moi finir. » Elle croise les bras. « J'ai acheté la maison, mais pas pour en faire un programme immobilier. » Il sort une chemise, la pose sur la table. « Regarde. » Le texte est dense, mais les titres parlent d'eux-mêmes. Association Maison des Familles, Convention d'occupation. Bail à usage mixte, logement, activité associative. C'est quoi ça ? La maison va être rénovée.
On va en faire un lieu d'accueil pour des familles d'enfants hospitalisés au CHU. Elle cligne des yeux. Et nous, vous restez. Elle s'assoit, comme si ses jambes ne la portaient plus. Je ne comprends pas. On te propose, il cherche ses mots, d'être la gardienne de cette maison. Littéralement. Il ouvre un document. Tu habites ici avec les enfants. En échange, tu accueilles les familles. Tu t'occupes de la logistique. Tu seras salarié de l'association. Élise le regarde, stupéfaite. C'est une blague? Non. Et si je refuse? Tu ne refuses pas. Tranche la petite voix d'Emma derrière la porte. Il se retourne. Les 3 enfants sont là, silencieux. Ils ont tout entendu. Arthur s'avance. On ne va pas perdre la maison? Hugo secoue la tête. Non. Lina ajoute, très sérieuse. Et il y aura d'autres enfants qui viendront dormir ici? Oui. Ceux dont les parents sont fatigués à l'hôpital. Emma réfléchit. On pourra leur prêter nos jouets? Élise sent les larmes monter. Vous n'avez rien d'autre à faire que de sauver tout le monde, toi et ta boîte? Murmure-t-elle à Hugo. Probablement pas, répond-il avec un sourire un peu triste. Pourquoi moi? Parce qu'il fallait quelqu'un qui sache ce que c'est que d'avoir peur de tout perdre, dit-il doucement. Il plonge son regard dans le sien. Et quelqu'un qui sache ce que c'est que de tenir debout quand même. Elle secoue la tête. Tu as pris cette décision tout seul? Non. Il esquisse un sourire. J'ai failli perdre mon poste pour ça. Les enfants le regardent, impressionnés. Tu as failli te faire virer à cause de nous? Demande Arthur. À cause de moi, corrige Théil. Élise se lève. Hugo. Elle cherche quoi dire. Merci, trop petit. Pardon, pourquoi? Elle prend une grande inspiration. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça ne m'étonne pas, rit-il. Mais elle regarde autour d'elle. Les murs, les dessins, les marques de taille sur le chambranle de la porte, la table avec les taches de peinture. Mais je n'ai pas envie de passer ma vie à dire non à ce qui pourrait nous sauver. Elle souffle. On essaye. Les enfants poussent un cri de joie. Hugo, lui, ferme les yeux une seconde. Il ne se doutait pas à quel point il avait besoin d'entendre ces 2 mots-là. On essaye. Les mois qui suivent sont intenses. La maison se transforme, pas en chantier lisse et glacé, mais en rucher joyeux. On refait l'isolation, on repeint, on aménage 2 petites chambres au fond du jardin, un coin cuisine partagé. Arthur et Emma se disputent pour savoir quelle couleur choisir pour la chambre des nouveaux. Lina propose des dessins pour les murs, avec des arcs-en-ciel et des mots comme « bienvenue » ou « respire ». Élise se forme à la gestion associative, avec l'aide d'une travailleuse sociale. « Je suis infirmière, pas directrice de maison », proteste-t-elle au début. « Tu es mère », répond Hugo. « Tu sais ce que c'est que de tenir quand on est épuisé. C'est le meilleur CV. » Le jour de l'inauguration, il y a des ballons devant la porte, un petit buffet, des élus, des voisins. On prend des photos devant le panneau. Maison des familles. Les tilleuls. Élise a mis une robe qu'elle ne met jamais, les cheveux lâchés. Hugo ne la quitte pas des yeux. On dirait qu'on se marie, chuchotait-elle en voyant le photographe leur demander de se rapprocher. Si tu veux, je peux te faire un discours de PDG, plaisante Théil. Et vite, quand tout le monde est parti, que les enfants courent encore dans le jardin, ils se retrouvent seuls dans la cuisine. La maison a l'air plus grande. Soudain, tu te rends compte? Dit Élise. De quoi? Il y a 1 an, je lisais une lettre de saisie. Aujourd'hui, je signe des contrats pour accueillir des familles. Tu as tout changé, répond Hugo. Elle secoue la tête. Tu as tout changé. On a tout changé, corrige Théil. Il s'approche. Élise. Oui, je t'aime. Les mots tombent simplement, sans feu d'artifice. Elle ferme les yeux un instant, comme pour vérifier si ce n'est pas un rêve. Ça a pris le temps, murmure-t-elle.
On était occupés à survivre. Elle ouvre les yeux. Hugo? Oui? Moi aussi. Il sourit. Un sourire qu'il ne se connaissait plus. Ça valait le coup de perdre quelques conseils d'administration. Elle rit, les larmes aux yeux. Ils ne s'embrassent pas tout de suite. Il y a des enfants qui peuvent surgir à tout moment, des casseroles à ranger, une maison à faire tourner. Mais leurs mains se trouvent, naturellement, sur la table, entre deux verres. Plus tard, quand la première famille arrive, une mère fatiguée, un petit garçon avec un sac de sport et un nounours trop usé, Élise est là, à la porte. « Bienvenue », dit-elle avec douceur. Les enfants, Lina, Arthur et Emma, se poussent pour laisser la place. « Tu verras, c'est bien ici », assure Emma. « Et après, tu peux aller à l'hôpital à pied », ajoute Arthur. « Et ici, personne ne te met dehors », conclut Lina. La mère laisse échapper un sanglot. « Merci ». Dans un coin, Hugo observe. Il pense à la photo de la maison qu'il avait vue la première fois, à la feuille de calcul où elle n'était qu'une ligne. Il pense à sa propre solitude, à celle d'Élise, à leurs enfants. La maison est devenue autre chose qu'un toit, pour eux, pour d'autres. Le soir, après avoir couché les enfants, après avoir vérifié que la famille accueillit à ce qu'il faut, Élise rejoint Hugo sur le perron. Le ciel est dégagé. « Tu regrettes ?» demande-t-elle. « Quoi ? De ne pas avoir fait ton programme immobilier parfait. » Il rit doucement. « J'ai un programme bien assez compliqué ici. » Il désigne la maison. Des enfants, des familles, une femme têtue et un PDG qui apprend à cuisiner autre chose que des pâtes, ajoute-t-elle. Il feint l'indignation. « J'ai fait un gratin comestible le week-end dernier. C'est un début. » Elle se serre contre lui. « Tu sais ce que j'aime, ici? Les volets bleus, le fait qu'on ne soit plus en train de se battre seul. » Elle respire profondément. « Je voulais sauver ma famille. » Elle se tourne vers lui. « Je n'imaginais pas que ma famille s'agrandirait comme ça. » Il embrasse doucement son front. « Je voulais acheter une maison. » Il sourit. « J'ai trouvé un foyer. Dans la rue des Tilleuls. La nuit tombe sur une maison qui a failli être vidée, revendue, transformée. À la place, elle accueille. Une mère fatiguée y trouve un lit. Un petit garçon y trouve un jeu oublié par un autre enfant. Une infirmière y trouve un sens nouveau à ses journées. Un PDG y trouve autre chose qu'un tableau Excel. Des rires, des disputes pour savoir qui met la table, des regards qui disent « tu peux rester » et, quelque part entre la boîte aux lettres et la cuisine, deux adultes qui pensaient ne plus avoir droit à des miracles découvrent qu'il en existe encore, parfois. Ils ne viennent pas sous la forme de chèques gagnants ou de villas à la mer. Parfois, ils ont la forme simple d'une maison qu'on ne quitte pas, d'une main posée sur une autre, d'une famille qu'on choisit de construire, une décision après l'autre.